En et holistique, épisode 4, bienvenue à tous. Merci d'être là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler d'un sujet qui peut paraître euh, anodin, vraiment, et c'est le sujet de la respiration. Et pourquoi je dis anodin? Euh, Parce que je pense que si je demandais dans la rue à la plupart des personnes, est-ce que vous respirez correctement? Ou est-ce que vous savez comment respirer? La plupart des gens diraient, ben oui, évidemment que je sais respirer, évidemment. Et c'est ce que je pensais aussi, il y a encore quelques années. Je pensais qu'il y avait aucun problème, c'est ce que je fais naturellement, j'ai toujours fait ça depuis que je suis né, et personne n'en parle jamais, donc c'est que ça doit pas être si important que ça. Et pour vous donner un peu de contexte, euh, j'ai souffert d'asthme quand j'étais plus jeune. C'était pas un asthme sévère, mais c'était un asthme qui était présent néanmoins. Et surtout, j'avais un cardio terrible. C'est-à-dire que j'étais à bout de souffle très rapidement et surtout je développais assez facilement des points de côté. Donc, quand je faisais le cross à l'école, c'était mon cauchemar absolu. C'était mon cauchemar absolu. Quand j'étais plus jeune, j'avais aussi une posture qui était beaucoup plus mauvaise. Et par mauvaise, j'entends, j'avais le dos rond, le haut du dos rond. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, c'est ce que je suis en train de faire. Et j'avais un peu plus la tête en avant. Donc vraiment la position du geek, si vous voulez, la position de celui qui passe ses journées devant l'ordinateur. Et un autre symptôme que j'avais et que j'avais toujours connu et du coup qui me paraissait normal, et d'ailleurs c'est, petite parenthèse, c'est ça qui est un peu compliqué quand on a euh, des symptômes chroniques, c'est-à-dire que on est tellement habitué à ces symptômes que c'est devenu normal pour nous. Et donc c'est même plus alarmant. C'est des choses qu'on a fini par accepter, par dire bah c'est comme ça. Et du coup, ça peut nous empêcher de trouver des solutions, de chercher des solutions et d'en trouver, parce que on est habitué en fait. Et donc, un des symptômes qui était comme ça pour moi, c'était le fait de respirer par la bouche tout le temps, et surtout de me réveiller le matin avec la bouche sèche. Et si je me réveille le matin avec la bouche sèche, ça signifie que j'ai respiré par la bouche pendant une bonne partie de la nuit, si ce n'est toute la nuit. Et même si c'est quelque chose qui est presque normal de nos jours, toutes ces choses-là, la posture, respirer par la bouche, l'asthme c'est de plus en plus courant, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Et c'est vraiment le sujet de cet épisode parce que je vais expliquer quelles sont les conséquences d'une mauvaise respiration, à quoi ressemble une bonne respiration, et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui changent quand on commence à respirer correctement. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu de contexte. Donc, je vais commencer par expliquer que respirer par la bouche plutôt que par le nez, ça stimule le système nerveux sympathique. Alors, sans aller trop dans les détails, on a notre système nerveux est ce qui régule, plus précisément le système nerveux automatique, on dit autonomique aussi, est ce qui régule les fonctions de notre corps, sans notre intervention. Donc par exemple, c'est ce qui va réguler les battements du cœur, c'est ce qui va réguler la digestion, c'est ce qui va réguler tout plein de choses. Et ce système nerveux est divisé en deux branches. On a la branche sympathique, dont je viens de parler, et la branche parasympathique. La branche sympathique, elle est responsable de tout ce qui est euh, trouver à manger, résoudre des problèmes, euh, digérer, des choses comme ça. Le problème, et je vais en parler plus en détail, mais ce que vous devez retenir, c'est que quand le système nerveux sympathique est trop stimulé, ce qui est le cas pour l'écrasante majorité des gens, quand le système nerveux sympathique est trop stimulé, notamment parce qu'on respire par la bouche, on est à force fatigué en permanence. L'anxiété augmente énormément, donc on est en permanence en train d'anticiper le pire, on est en permanence en train de se faire du souci. On a tendance à avoir un mauvais sommeil, et ce qui est très courant aussi, il y en a plein de symptômes, mais je vais mentionner que ça, ce qui est très courant aussi, c'est la constipation. Parce qu'à l'inverse, le système nerveux parasympathique, c'est celui qui est responsable de la digestion, de l'élimination,
de la réparation, du repos, etc. Et ça, du coup, ça encourage à ne... ça évite d'avoir de la constipation. Et ça évite d'être fatigué en permanence, ça évite d'être anxieux, etc. Et donc là où je veux en venir, c'est que juste apprendre à respirer par le nez 24 heures sur 24, à moins que vous soyez en train de manger ou de parler, vous êtes censé respirer par le nez, mais je vais y venir un peu plus tard. Juste apprendre à respirer par le nez 24 heures sur 24, ça va considérablement réduire vos niveaux de stress. Et je vais vous faire un exercice un peu plus tard, où vous allez voir la corrélation entre votre respiration et les pensées incessantes qu'on peut avoir dans la tête. Une autre chose qui est importante, et ça peut vous paraître compliqué, mais je vais faire en sorte d'expliquer ça de manière simple. Quand on respire par le nez, on produit beaucoup plus un gaz. D'accord? Donc c'est-à-dire que si je respire par la bouche, ce gaz n'est pas produit. Si je respire par le nez, ce gaz est produit. Et ce gaz s'appelle l'oxyde nitrique ou le monoxyde d'azote. Et ça peut paraître être un nom barbare, mais il s'agit d'un gaz qui est tout à fait naturel. Notre corps le produit naturellement et en a besoin. Et parmi ses nombreuses fonctions, ce gaz permet notamment de dilater nos vaisseaux sanguins. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va améliorer la circulation sanguine sans que le cœur travaille plus dur, sans que le cœur ait à travailler trop dur. Et du coup, quand on a suffisamment d'oxyde nitrique ou de monoxyde d'azote, ça va réduire la pression artérielle. Parce qu'une fois de plus, ça va soulager le cœur. Parce qu'il y a suffisamment de gaz pour dilater les vaisseaux sanguins pour permettre au sang de circuler. Et donc, juste en respirant par le nez, on peut contribuer positivement à notre santé cardiovasculaire. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que peu de gens savent. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour notre santé cardiovasculaire, et ce n'est pas qu'une question de cholestérol. Et soit dit en passant, n'est pas juste, le cœur ne peut pas pomper tout le sang. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'action du cœur qui va pomper le sang partout. On a des dizaines de milliers de kilomètres de vaisseaux sanguins, de veines, d'artères. C'est impossible qu'une pompe de la taille de mon poing, à peu près, mon cœur, puisse pomper tout ça, si l'action n'était que mécanique. Donc il y a plus de choses qui se passent sous le capot, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui est très souvent incompris. Bref, là où je veux en venir, c'est que juste respirer par le nez permet de produire un peu plus de ce gaz appelé le monoxyde d'azote ou l'oxyde nitrique. Et une des nombreuses fonctions de ce gaz, c'est la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui permet de soulager le cœur, d'améliorer la circulation sanguine et donc de réduire la pression artérielle. Et une chose qu'on peut sentir, et vous allez le sentir si vous faites l'exercice que je vais vous introduire un peu plus tard, c'est que lorsque je respire par le nez, j'ai moins froid à mes extrémités. Je peux sentir que mes mains et mes pieds se réchauffent. Et c'est donc l'action de ce gaz qui permet ça. Un autre élément important vis-à-vis de la respiration par le nez ou par la bouche, mais c'est que respirer par la bouche, ça sollicite beaucoup plus les muscles respiratoires auxiliaires. Et donc ça crée de la tension dans les épaules et dans la nuque. Ça encourage le dos rond, le haut du dos qui soit rond, et ça encourage la tête en avant. Donc si je suis assez convaincu que si je demande à la majorité des gens que je croise, prends une grande inspiration, ils vont prendre une grande inspiration et vous allez voir les épaules se lever énormément. Et vous allez voir surtout le buste, le torse, se bomber. Et ce que vous n'allez pas voir, dans la majorité des cas, c'est le ventre gonflé. Et c'est extrêmement courant. Et c'est tout simplement parce que on est habitué, parce qu'on respire beaucoup par la bouche, on est habitué à solliciter les muscles respiratoires auxiliaires, qui sont dans le haut du corps. C'est-à-dire que le muscle respiratoire principal, c'est le diaphragme. C'est-à-dire le muscle qui est sous les poumons, entre les poumons et les intestins. Et sauf que pour la majorité d'entre nous,
il y a des raisons émotionnelles, il y a des raisons de posture, il y a des raisons de stress. La majorité d'entre nous, on ne sait plus utiliser le diaphragme. Et notre ventre ne gonfle plus quand on inspire. Quand on inspire, et j'en profite du coup pour vous décrire à quoi est censé ressembler une respiration normale, mais quand j'inspire par le nez, si je prends une inspiration complète, ce qui n'est pas forcément recommandé, mais si je voulais inspirer au maximum, les deux tiers, donc les premiers 66% de mon inspiration doivent venir du ventre, doivent venir du diaphragme. C'est-à-dire que pendant les deux premiers tiers de mon inspiration, le haut du corps ne bouge pas, c'est juste le ventre qui gonfle. Et le ventre, il gonfle pas juste devant, mais c'est sur les côtés et derrière, c'est 360 degrés. Et le dernier tiers seulement, c'est le haut du corps. C'est le torse qui se gonfle, qui se bombe, c'est les épaules qui montent un petit peu, etc. C'est à ça que ressemble, en théorie, une respiration normale. Et sauf que quand on ne respire plus comme ça, quand on sollicite trop les muscles respiratoires auxiliaires, forcément des muscles qui sont sollicités souvent vont se renforcer, vont devenir potentiellement plus raides, et c'est ça qui peut mener à de la tension dans les nuques, dans la nuque, dans les épaules, encourager le dos rond, et les épaules en avant, vers l'avant, et la tête en avant. Une autre chose qui est importante, c'est que quand on ne sollicite pas le diaphragme, et quand du coup le ventre ne bouge pas, ne gonfle pas et ne rentre pas, ça ne permet pas de masser, quand je dis masser comme un massage, de masser et de mobiliser nos organes vitaux, les organes de digestion. Et quand ils ne sont pas massés, quand ils ne sont pas mobilisés, ça encourage la stagnation, ça encourage l'inflammation, parce que quand il n'y a pas cet effet de pompage, du fait que ça pompe avec chaque inspiration et expiration, il y a de la stagnation. Et la stagnation, ça empêche l'évacuation des toxines. Et du coup, ça peut créer de l'inflammation. Et ensuite, on en revient à notre ami la constipation. Si il y a de la stagnation, je vais avoir plus de mal à éliminer. Je vais faire une petite parenthèse sur qu'est-ce que ça fait, à quoi ça peut mener d'avoir la tête en avant. Donc comme je disais, quand je respire par la bouche exclusivement, comme c'était mon cas, pendant plus de 20 ans, je pense. Donc ça va solliciter ces muscles respiratoires auxiliaires, et ce qui peut, avec le temps, encourager la tête en avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pousser la tête en avant, ça va déformer la mâchoire. Parce que le corps, il va chercher à avoir suffisamment de place pour faire rentrer l'air. Parce que quand j'ai la tête en avant, ça va me couper mon arrivée d'air. Et donc le corps, il va déformer la mâchoire pour que ça rentre mieux. Et ce phénomène, c'est une des causes qui contribue au désalignement des dents. Et donc au besoin, entre guillemets, au besoin de faire de l'orthodontie. C'est une des raisons, d'après moi, pour lesquelles c'est aussi répandu de nos jours d'avoir des bagues, d'avoir toutes sortes de dispositifs orthodontiques pour réaligner les dents. Et sauf que, encore une fois, que ce soit les bagues ou les gouttières, etc., ça ne résout pas le problème à sa cause. La raison pour laquelle mes dents ne sont pas alignées, c'est pas parce que j'ai une carence en bague ou j'ai une carence en gouttière. C'est parce que, notamment, je ne respire pas par le nez. Et donc respirer par le nez, ça va influencer la forme de la mâchoire. Une autre influence, c'est mâcher des aliments qui sont plus durs. Parce que un des problèmes de nos jours, c'est qu'on n'a que des aliments qui sont tout mous. Et du coup, on ne stimule pas le développement de notre mâchoire. Donc, non seulement on respire par la bouche, mais en plus, on ne mâche plus d'aliments durs, comme un steak par exemple. Et tout ça, donc, affecte le développement de notre mâchoire. Ça, ça décale nos dents, ça fait qu'elles ne sont plus alignées. Ça encourage la tête en avant. Et ça cause tout un tas de problèmes. Ça peut causer des allergies, ça peut causer de l'asthme, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos ancêtres avaient des dents en parfait état sans avoir de bague. Ils n'avaient pas de dentiste. Ils se brossaient même pas les dents.
Et donc, est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce que c'est parce que notre mode de vie actuel crée des problèmes pour lesquels on a développé des solutions telles que l'orthodontie? C'est une bonne question à se poser. Et ensuite, est-ce que l'orthodontie est une véritable solution? Et je ne dis pas que c'est quelque chose à éviter, ça peut être absolument nécessaire pour beaucoup de personnes parce qu'on vit néanmoins dans un monde moderne, mais est-ce que c'est une solution à long terme? Et si vous voulez voir des documents sur la dentition de nos ancêtres, euh, il y a un dentiste au début du XXe siècle qui a fait tout un tas d'études. Il a voyagé dans tout plein, partout dans le monde pour étudier des tribus euh, indigènes. Et il s'appelle Weston Price. Donc Weston, W-E-S-T-O-N, et Price, P-R-I-C-E. Et vous pouvez vous renseigner là-dessus. Mais tout ça pour dire, c'est donc notre mode de vie moderne qui mène à ce problème pour lequel on a une solution, entre guillemets, qui n'est ni permanente ni économique. Et tout ça pour dire que respirer par le nez, ça aura un impact énorme, plus que ce que vous pensez. C'est pas juste les niveaux de stress, c'est pas juste votre posture, c'est aussi votre dentition. Et une autre chose que beaucoup de gens ignorent, et je l'ignorais jusqu'à peu de temps, mais avoir la langue au bon endroit, c'est-à-dire la langue doit être collée au palais. Et c'est ça qui permet de maintenir un bon alignement des dents. Les dents, elles vont s'adapter elles vont s'adapter pour être autour de la langue. Et du coup, si ma langue, elle n'est pas collée au palais, et ben mes dents, elles vont se rapprocher, et du coup, je vais devoir enlever des dents ou les réaligner de force, etc. Et tout ça, ça peut s'apprendre. Mais du coup, vous pouvez faire l'exercice tout de suite. Si vous avalez votre salive, le bout de la langue devrait être sur le palais derrière les dents de devant. Et si tout va bien, vous devriez aussi avoir l'arrière de la langue sur le palais. Et normalement, c'est la position dans laquelle la langue est censée être en permanence, sauf quand on parle, etc. Donc, fin de la parenthèse. J'espère que vous commencez à comprendre que c'est des choses qui peuvent paraître aussi, qui ne payent pas de mine en fait, comme une bonne respiration, ça a des conséquences qui sont énormes. Maintenant, j'aimerais juste parler du fait que euh, on entend souvent que c'est bon de prendre une grande inspiration. Alors, je vais juste nuancer ce propos. C'est pas forcément que c'est mauvais ou que c'est bon. Ça peut avoir des bienfaits. C'est-à-dire que la majorité des gens n'ont pas pris une seule grande respiration de la journée. On respire un petit peu comme ça. C'est un petit peu ce qu'on fait. On est en hyperventilation, on respire juste dans nos épaules, dans nos nuques, dans notre torse, et on respire pas dans notre ventre, et on respire rapidement. Donc en ce sens, prendre une grande inspiration, ça peut être une bonne idée. Oui, mais il y a des nuances. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on s'intéresse à la santé et à la longévité, donc à la qualité de vie à mesure que on vieillit, moins on respire, mieux on se porte. Et la majorité des gens, comme je disais, ils hyperventilent la majorité du temps. Donc ils respirent trop. Et si vous voulez une analogie, l'expiration, c'est comme la pédale de frein sur la voiture. Donc ça ralentit. Tandis que l'inspiration, c'est l'accélérateur. Et donc, vous pouvez faire l'exercice tout de suite. Si vous prenez d'un seul coup une grande inspiration, vous allez être automatiquement euh, concentré, vous allez être stimulé d'un seul coup. Mais si, à l'inverse, vous faites une très lente expiration, vous allez voir que vous allez tout ralentir, vous allez vous détendre. Et c'est assez radical. Et une autre chose qui est vraiment fascinante, et je vous invite vraiment à essayer par vous-même et pas juste me croire sur la parole, parce que quand j'ai compris ces choses-là, c'était à l'époque où je souffrais d'anxiété, c'était à l'époque où j'avais un mauvais sommeil, etc. Quand je me suis rendu compte de la puissance de ces choses-là, même si elles étaient très simples, ça a vraiment radicalement changé mon opinion. Mais ce que vous allez réaliser si vous le faites, c'est que plus vous respirez lentement, moins vous pensez.
C'est-à-dire plus votre esprit ralentit. La vitesse de vos pensées imite ou suit la vitesse de votre respiration. Donc si, là tout de suite, vous essayez de prendre une grande inspiration, de préférence avec le ventre, mais si vous n'y arrivez pas, euh, c'est un autre sujet, ça se réapprend. Mais si vous essayez de prendre une grande inspiration, essayez d'expirer le plus lentement possible. Et quand vous avez tout expiré, prenez une petite pause à la fin, avant d'inspirer. Prenez une petite pause et sentez le besoin de respirer à nouveau. Ce que vous allez remarquer, c'est que quand vous expirez lentement, quand vous faites une pause après avoir fini votre expiration, votre esprit, vos pensées vont être extrêmement calmes. Et donc c'est un outil que vous pouvez utiliser au quotidien quand vous avez la tête qui part dans tous les sens. Et un autre outil, si vous avez vraiment besoin de vous calmer rapidement, c'est ce que vous pouvez faire, c'est prendre une double inspiration qui est suivie par une longue expiration. Donc ça ressemble à... Et ce que vous allez remarquer, c'est que si vous regardez quelqu'un qui pleure, c'est très courant de prendre cette double inspiration. D'accord? Et c'est en fait quelque chose qu'on fait inconsciemment pour réguler le système nerveux, pour se calmer. D'accord? Et donc c'est un autre outil que vous pouvez utiliser. Vous pouvez faire deux, trois fois de suite. Double inspiration et surtout longue expiration après ça. On ne veut pas juste inspirer, faire une double inspiration et continuer de le faire parce qu'on va hyperventiler et on va avoir la tête qui tourne. Et donc j'aimerais juste, pour en revenir à cette idée de prendre une grande inspiration, est-ce que c'est une bonne idée? Il y a un petit peu un mythe que j'aimerais expliquer, c'est que plus j'inspire fort, plus j'absorbe d'oxygène. Et c'est pas forcément vrai. Le sang, quand on mesure le sang, il est quasiment toujours saturé en oxygène, il est toujours plein d'oxygène. En général, c'est entre 95 et 100%. Et ce dont il faut se rappeler, c'est que l'oxygène, il va de l'air à nos poumons. Donc quand on inspire, il va de l'air aux poumons. Ensuite, du poumon, il va dans le sang, à travers les alvéoles. Et ce qu'on veut, c'est qu'il aille ensuite du sang à nos cellules. Parce que c'est notamment dans nos cellules qu'il est nécessaire, l'oxygène est nécessaire pour la production d'énergie. En d'autres termes, quoi que vous mangiez, si vous ne respirez pas correctement, vos cellules auront du mal à transformer ces aliments en énergie, même si vous mangez les aliments les plus qualitatifs. Et donc, c'est là où ça va être important. Je vais essayer d'y aller lentement pour que vous puissiez suivre. Donc, l'oxygène va de l'air aux poumons, des poumons au sang, et on le veut à la fin, du sang aux cellules. Pour passer du sang aux cellules. Donc, quand il est dans le sang, l'oxygène, il est dans les globules rouges. Vous avez déjà entendu parler. Les globules rouges, c'est ce qui porte l'oxygène, et c'est ce qui le transporte. Pour passer du sang aux cellules, et donc pour que l'oxygène se détache des globules rouges pour aller vers les cellules, on a besoin de dioxyde de carbone, le CO2. Et je parle bien du grand méchant gaz. Je parle du dioxyde de carbone, le gaz qu'on appelle le déchet, entre guillemets, qui est produit par nos cellules quand on respire, et qu'on est juste censé expirer. Quand on a un niveau suffisant de dioxyde de carbone dans le sang, donc un niveau suffisant, donc ça veut dire qu'on en a assez, l'oxygène se détache plus facilement des globules rouges et va donc plus facilement dans nos cellules. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. B-O-H-R. Et ça date du début du XXe siècle. Et donc, quand on respire trop, une fois de plus comme la majorité des gens, eh ben, on expire trop. Donc, si je respire trop, ça veut dire que j'inspire et que j'expire trop. Et quand j'expire trop, je me vide de dioxyde de carbone, je me vide de CO2. Du coup, mes cellules sont moins susceptibles d'absorber cet oxygène et donc de produire de l'énergie. D'accord? Et par ailleurs, ma capacité d'avoir, de tolérer des niveaux de dioxyde de carbone qui sont plus élevés
dans mon organisme, c'est une parallèle avec ma capacité. Elle est en, cette capacité donc de tolérer des niveaux de dioxyde de carbone élevés dans mon corps est en parallèle de ma capacité de gérer le stress au quotidien, quel qu'il soit. Et donc, je vais vous proposer un exercice. On va pas le faire sur le podcast parce que je vais passer à autre chose, mais vous pouvez mettre sur pause ou le faire ce soir, peu importe. Mais essayez pendant 2 minutes. Donc prenez vos téléphones, mettez un compte à rebours pour 2 minutes. Essayez pendant 2 minutes d'inspirer 30% d'air en moins. C'est-à-dire que vous prenez toujours des inspirations, mais arrêtez-vous avant d'avoir inspiré complètement. 70%. Donc 30% d'air en moins. Expirez normalement et sentez l'envie de prendre une grande inspiration, mais sans la satisfaire. Et vous en prenez juste une petite à nouveau. Donc vous respirez en fait 30% de moins. Donc je respire, je m'arrête à 70% de mon inspiration, j'expire normalement, je peux ralentir un peu l'expiration, je sens l'envie de prendre une grande inspiration, mais j'inspire juste un tout petit peu. Je veux juste légèrement satisfaire ce besoin d'air, mais sans prendre une grande inspiration. Puis j'expire à nouveau, lentement. Je sens le besoin d'inspirer. Je prends une petite inspiration, pas une grosse. Puis j'expire lentement. Et vous allez voir que si vous faites ça pendant 2 minutes, déjà votre esprit va se calmer énormément. Vous allez probablement sentir vos extrémités, donc les mains et les pieds, euh, se tiédir, se réchauffer. Et vous allez probablement sentir, peut-être pas en 2 minutes, peut-être en 3, 4, 5 minutes, vous allez peut-être sentir votre digestion fonctionner mieux. Donc vous allez sentir que ça digère, que ça bouge. Et donc, c'est un excellent exercice pour se calmer, c'est un excellent exercice pour augmenter notre tolérance au dioxyde de carbone, et c'est aussi très bon pour notre circulation, etc. Donc, tout ça pour dire, ce n'est pas plus j'inspire d'oxygène, plus je suis oxygéné. Ce n'est pas le cas. Le sang est quasiment toujours saturé en oxygène. Ce qui permet à l'oxygène d'aller dans les cellules là où on en a besoin, c'est le taux de dioxyde de carbone dans notre corps. Et si on respire trop, comme la majorité des gens, on expire trop, donc on évacue trop de dioxyde de carbone ou de CO2, et du coup, cet oxygène qui est dans le sang, il reste dans le sang. Et il n'est pas absorbé aussi bien par les cellules, et du coup, on produit moins d'énergie, et du coup, on peut se sentir froid, on peut se sentir fatigué, etc. Et soit dit en passant, donc je disais, on a besoin d'oxygène pour produire de l'énergie. Il me semble que j'en ai un petit peu parlé dans l'épisode précédent sur la perte de poids, mais le corps ne brûle pas de calories. D'accord? Le corps n'est pas une usine chimique. Oui, il y a des réactions biochimiques de partout, hein, des réactions avec le cholestérol, les protéines, les enzymes, etc., les hormones. Mais ce qui est souvent omis, c'est le fait que le, le domaine de la biochimie, dont on parle beaucoup en médecine, dans l'industrie pharmaceutique, le domaine de la biochimie ou de la chimie, c'est régi par la physique ou la biophysique quand il s'agit des êtres vivants. Et on ne parle quasiment pas de la biophysique. La physique est une science qu'on appelle plus fondamentale que la chimie. D'accord? C'est plus fondamental, c'est en dessous de la chimie. C'est-à-dire que sans physique, il n'y a pas de chimie. La chimie s'intéresse à l'interaction entre les molécules. D'accord? Molécules de matière grasse, molécules, comme je disais, de cholestérol, molécules, les enzymes, les protéines, etc. Et on a tendance à se concentrer là-dessus, que ce soit les scientifiques, la plupart des scientifiques en tout cas, et même le grand public. Sauf que les molécules en elles-mêmes, elles n'existent que parce que les atomes sont connectés entre eux par des forces physiques. C'est complètement le domaine de la physique. Et ce que nous dit la biophysique, c'est que le corps humain, il est électrique. Il y a énormément d'électricité. Et donc toutes nos cellules produisent de l'énergie grâce à l'interaction entre les électrons et les protons. Les électrons sont des charges
euh, négatives et les protons sont des charges positives. Les électrons, le flux d'électrons, c'est ce qu'on appelle l'électricité. Le flux d'électrons dans les mitochondries, c'est des petites centrales énergétiques qui sont dans nos cellules, c'est des petits organites. Ce flux d'électrons, c'est ce qui permet de créer de l'énergie et de l'eau, oui, de l'eau, dont on a besoin pour vivre. Je ferai peut-être un épisode sur le rôle de l'eau dans notre corps, mais pour le moment, si je peux planter une petite graine, l'eau dans notre corps, elle est majoritairement pas liquide, pas dans l'état liquide. On a de l'eau liquide dans le sang, dans la lymphe, mais la majorité de l'eau dans le corps n'est pas liquide. Et si vous vous souvenez, c'est que l'eau en général, c'est soit solide, de la glace, soit liquide, ce qu'on appelle de l'eau, soit gazeuse, ce qu'on appelle de la vapeur. Dans le corps, elle est en majorité aucun des trois. Elle est sous forme de cristal liquide. Je vais m'arrêter là. Je ferai peut-être un épisode sur le sujet, mais ça devrait. Ce que j'espère, c'est que ça va attiser votre curiosité, que ça va attiser votre curiosité. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et l'eau, comme la respiration, ça paye pas de mine, mais ça a un rôle extrêmement important. Fin de la parenthèse. Donc, pour conclure sur le sujet de la respiration, ce sera peut-être un épisode un peu plus court aujourd'hui, mais c'est déjà beaucoup d'informations. Quelques conseils pratiques. Il est, d'après moi, vraiment important d'apprendre à respirer par le nez en permanence. Il y a encore quelques années, je respirais en permanence par la bouche. Et croyez-moi, c'est tout à fait possible d'apprendre à respirer par le nez. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des rappels sur vos téléphones ou mettre des post-it sur votre bureau pour vous en rappeler. Si vous avez le nez constamment bouché, comme c'était mon cas, parce qu'en fait, comme je respire, en fait, c'est un cercle vicieux. Comme je respirais toujours par la bouche, j'avais le nez bouché, mais comme j'avais le nez bouché, bah, mon seul choix, ma seule option, c'était de respirer par la bouche. Donc, si vous avez le nez constamment bouché, comme c'était mon cas, retenir votre respiration. Et quand je dis retenir votre respiration, c'est après l'expiration, pas après l'inspiration. Donc c'est j'inspire, j'expire, je bloque. Donc retenir votre respiration jusqu'à avoir bien envie de respirer, ça va vous déboucher le nez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est inspiration, expiration, boucher le nez. Vous pouvez marcher, vous pouvez secouer la tête. Vous attendez d'avoir bien envie de respirer. Et puis vous prenez une grande inspiration. Vous essayez de revenir à la normale et vous refaites ça. Si vous faites ça 5-6 fois, votre nez va être complètement débouché. Le jour où j'ai appris cette technique, ça a changé ma vie. Parce que je pensais que j'étais condamné à avoir le nez bouché. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Je vais mettre une vidéo en anglais dans les notes de cet épisode qui montre bien cet exercice, mais en gros, c'est ce que j'ai décrit. Mais si vous voulez un visuel, vous verrez dans cette vidéo. Donc, apprendre à respirer par le nez en permanence. Et y compris quand vous faites du sport. C'est complètement un mythe de penser qu'il faut que je respire par la bouche quand je fais du sport. Et à vrai dire, plus je suis capable de faire, d'être dans un effort physique intense en continuant de respirer par le nez, plus je suis en forme. En d'autres termes, plus je peux garder la respiration par le nez longtemps, à mesure que l'effort s'intensifie, plus je suis en forme. Et même pour moi, il est extrêmement rare que je respire par la bouche, même quand c'est très dur. Et je peux vous dire que ça a un impact énorme sur la performance, sur la santé cardiovasculaire, etc. Et aussi, parenthèse, si vous aimez faire du cardio, que ce soit de la course à pied, du tapis de course, du vélo, etc., faire votre séance de cardio en respirant par le nez plutôt que par la bouche, ça va radicalement réduire le stress que ça cause. Ça va radicalement changer comment vous brûlez vos calories, comment vous brûlez, même si brûler des calories c'est un peu une façon de parler, mais vous brûlez votre gras et ça va énormément affecter donc la qualité de ce sport, de cette activité physique. Pour apprendre à respirer par le nez la nuit, parce que vous allez pouvoir vous demander, bon, si je fais des efforts pendant la journée, ça va y aller, mais la nuit, il y a ma bouche qui s'ouvre. Ce qu'on peut faire, et ça peut paraître marrant, mais ça marche. On peut se mettre un petit adhésif, un petit bout de scotch, mais du micropore si vous voulez, hein, s'il vous plaît, de l'adhésif type médical. Un petit bout d'adhésif, non pas sur toute la bouche,
mais sur un côté des lèvres, juste sur un côté des lèvres. Ça va encourager la bouche à rester fermée. Euh, Ça m'a pris, j'ai dû faire ça toutes les nuits pendant à peu près 5 mois euh, avant que mon corps sache respirer par le nez toute la nuit, en permanence. Et donc, tous les soirs, ce que je faisais, un tout petit bout d'adhésif sur le bout, sur le côté des lèvres. Pas besoin que ce soit en plein milieu, juste un petit peu sur le côté. Pas besoin que ce soit excessif. Juste ça, ça m'a permis en 5 mois, et j'ai pas testé avant, mais j'ai arrêté au bout de 5 mois, ça a suffi, à me réapprendre à respirer par le nez pendant la nuit. Et un seul rouleau, ça m'a suffi largement, parce qu'il y a besoin que d'un tout petit ruban. Ça suffit. Et ça peut donc ça peut réduire les apnées du sommeil. Euh, une petite parenthèse encore. Une des raisons pour laquelle on a des apnées du sommeil, c'est parce que notre langue, elle n'est pas dans la bonne position. C'est parce qu'on a une mauvaise posture. Donc la tête, elle est trop en avant. Et c'est parce que on ne nous a jamais appris à respirer par le nez. Et donc, juste faire ces trois choses-là, apprendre à respirer par le nez, apprendre à avoir la langue au bon endroit, ce qui peut s'apprendre, et améliorer sa posture, notamment la tête en avant et le haut du dos qui est rond, ce qui se corrige aussi. C'est exactement ce que je fais avec mes clients. Ça va énormément contribuer à l'apnée du sommeil, positivement. Est-ce que ça se euh, résolve? Est-ce que ça s'arrête? Et ce que je vous invite à faire, c'est essayer de faire l'exercice où vous respirez 30% moins d'air, 30% d'air en moins pendant quelques minutes chaque jour. C'est une excellente façon de réduire le stress. C'est une excellente façon d'améliorer la digestion et de dissiper le brouillard mental quand on a la tête un petit peu dans un étau. Ça peut être très bien au réveil le matin, ça peut être très bien avant les repas pour se préparer à manger, pour se mettre dans un état de calme pour pouvoir bien digérer notre nourriture, parce que beaucoup trop de gens mangent dans un état où ils sont pressés et avec, euh, ce n'est pas compatible avec la digestion. Et le soir avant de dormir, c'est aussi très bien. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur la respiration. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.